Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Dr Charib, notre assistant en cardiologie. On va voir ensemble aujourd'hui les diurétiques d'autonomie cardiaque, donc c'est deux groupes différents, mais le point commun entre les deux, c'est que les deux font partie du traitement des sciences cardiaques. On commence par les diurétiques. Donc, comme objectif de l'enseignement, l'étudiant doit connaître les bases physiologiques des effets des diurétiques. Il doit savoir distinguer différentes familles de diurétiques, connaître les mécanismes d'action, comprendre les effets pharmacologiques et leur application clinique, connaître les effets indésirables des diurétiques et en comprendre les mécanismes. Et enfin, connaître et comprendre les contre-indications en cas d'association médicamenteuse. Comprendre. On va commencer par une introduction, on va voir par la suite les mécanismes d'action avec un rappel physiologique et le mode d'action, les classifications, les indications, les contre-indications, et on terminera par une conclusion. Un diurétique est une substance qui entraîne une augmentation de l'élimination urinaire de sodium et par conséquent une augmentation de l'élimination de l'eau, puisque les mouvements de l'eau sont en grande partie dépendants des mouvements du sodium. Les diurétiques sont utilisés en médecine pour augmenter l'excrétion de l'eau par les reins. Ils sont préconisés essentiellement en cas d'hypertension artérielle, d'essence cardiaque ou de pathologie rénale. On distingue plusieurs classes de diurétiques selon leur mécanisme d'action au niveau du rein et le choix de la classe dépend des pathologies en cause. Donc un diurétique, c'est une substance qui augmente la diurèse, c'est-à-dire le volume des urines. Par exemple, un patient qui urine 1 litre par jour avec des diurétiques qui va uriner 2 litres par jour et plus. La bonne compréhension des mécanismes d'action des diurétiques nécessite un rappel des principaux mécanismes physiologiques du fonctionnement du néphron. C'est quoi le néphron? Il représente l'unité fonctionnelle du rein, se répartit entre cortex et médula. Il est composé de glomérules et de tubules. Le tubule est composé de tube contourné proximal, l'once d'enlevé avec sa branche descendante et ascendante, le tube contourné distal et le tube collecteur. Cet ensemble constitue la cible privilégiée des diurétiques et leur effet natriurétique résulte de modifications des mécanismes de réabsorption du sodium au niveau du tubule. Chez le sujet normal, les glomérules rénaux produisent quotidiennement environ 180 litres de filtrat, c'est la pré-urine. La réabsorption du sodium est assurée par différents systèmes de transport qui varient selon le segment du tubule considéré. Donc 99% de la pré-urine seront réabsorbés à différents niveaux le long du tubule rénal. Donc 1% seulement sera excrété comme urine. C'est l'urine définitive. Pardon. La formation de l'urine. Le plasma est filtré au niveau du glomérule. On a déjà vu 180 litres par jour, c'est l'urine primitive, contenant tous les éléments du plasma en dehors des protéines de poids moléculaire élevé. L'urine primitive subit des retouches tubulaires pour donner l'urine définitive qui sera excrétée. Donc on aura une réabsorption de 99% d'eau et d'électrolytes le long du tubule urinifère et seulement 1% qui constitue l'urine définitive qui sera excrétée. La totalité du sodium plasmatique est filtrée par le rein. C'est l'urine primitive au niveau du glomérule. Seulement 1% est excrété, c'est l'urine définitive. Ceci veut dire que 99% de ce sodium sont réabsorbés par un fantastique travail de réabsorption au niveau du tubule. On commence par le tube contourné proximal.
65% du filtrage glomérulaire sont réabsorbés à ce niveau. Le sodium y est réabsorbé en association avec d'autres ions. L'eau suit passivement les mouvements du sodium. Il s'agit d'une réabsorption iso-osmotique. Malgré cela, le tube proximal n'est pas réellement intéressant sur le plan diurétique. Pourquoi? Parce que un diurétique qui provoquerait un blocage complet de la réabsorption du sodium au niveau proximal, c'est-à-dire qui bloque 65% d'eau et d'électrolytes, serait un poison. Donc ces 65%, elle sera excrétée. On aura une déshydratation. On passe à l'once au lait. 25% du sodium est réabsorbé dans la broche ascendante de l'once. Le transport actif de sodium est réalisé par un système de cotransport couplant Na, chlore et potassium. Au niveau du tube contourné distal et le canal collecteur, 9% du sodium sont réabsorbés au niveau du tube distal, en particulier en échange avec des ions potassiques et des protons sous l'influence de l'aldostérone et donc du système rénine, angiotensine, aldostérone. Après la sécrétion du potassium, la totalité du potassium filtré est absorbée en amont du tube distal. Donc le potassium urinaire provient exclusivement de la sécrétion distale. En résume, au niveau du néphron, le sodium est réabsorbé en 4 points. Tube contourné proximal, 65%. L'once non lait, dans sa branche ascendante, 25%. Et tube contourné distal et tube collecteur, 9%. Cela nous donne 99%. Qui sera excrété. On a dit donc seulement 1% sera excrété dans les urines. Et les 99% sera réabsorbé. Le mode d'action des diurétiques, c'est l'inhibition de la réabsorption du sodium à différents niveaux du néphron et ainsi inhibition de la réabsorption d'eau. Donc on aura une augmentation de l'élimination urinaire de l'eau et du sodium, c'est la perte hydrosodée, augmentant ainsi la diurèse. D'où l'appellation natriurétique ou encore salidiurétique. Parce qu'on aura une excrétion d'eau et surtout de sodium. Site d'action des diurétiques. Chaque segment du néphron a un mécanisme d'entrée du sodium unique. Et la possibilité d'inhiber spécifiquement cette étape différencie les différentes classes de diurétiques. La plus grande partie du sodium filtré est réabsorbée au niveau du tube contourné proximal, 65%, et de l'once, 25%. On passe à la classification des diurétiques. On classe les diurétiques selon leur site d'action et selon leur effet sur l'alcalinimie. Selon le site d'action, on distingue 3 catégories principales de diurétiques en fonction du site d'action au niveau du tubule rénal. Ceux qui inhibent la réabsorption du sodium au niveau de la branche ascendante de l'once de relais, c'est les diurétiques de l'once. Ceux qui inhibent la réabsorption du sodium au niveau du tube contourné distal, c'est les thiazidiques et les apparentés. Ceux qui inhibent la réabsorption du sodium au niveau du tube collecteur, c'est les diurétiques distaux. Donc on a trois catégories. Les diurétiques de l'once, les diurétiques thiazidiques et apparentés, et les diurétiques distaux.
On passe à la classification selon l'effet sur la calémie. La connaissance de leur effet sur la calémie est indispensable. On a des diurétiques hypocalémiants et des diurétiques hypercalémiants. Les diurétiques hypocalémiants sont les diurétiques de l'anse et les thiazidiques, c'est-à-dire les diurétiques du tube contourné distal. Et les diurétiques hypercalémiants sont les diurétiques du tube ou du canal collecteur. Ce sont les antagonistes spécifiques de l'aldostérone et les diurétiques à action tubulaire directe. Les diurétiques hypocalémiques, on l'a dit, sont les diurétiques de l'anse et les thiazidiques. Le diurétique de l'anse, le chef de file, c'est le furosémide ou l'azilix. Le diurétique thiazidique apparenté, le chef de file, c'est l'hydrochlorothiazide. Le site d'action des diurétiques de l'anse, c'est la branche ascendante de l'anse d'Orellet. Il inhibe la réabsorption du sodium de chlore accompagné d'eau, ainsi que celle du potassium, du calcium et du magnésium. Ils ont un effet vasodilatateur général. L'effet natriurétique est d'apparition rapide, quelques minutes après injection en intraveineux et 30 minutes après absorption rénale, plutôt orale, et de durée relativement brève, 3 heures après en intraveineux et 6 heures après absorption orale. Ils ont une puissante action, relation effet-dose. Le chef de file, on l'a déjà vu, c'est le furosémide. Autres diurétiques hypocalémiants, les diurétiques thiazidiques et apparentés, leur site d'action c'est le tube contourné distal, dérivé du benzothiazide, inhibe la réabsorption du sodium H+ et K+, il augmente l'expression d'Na+, chlore, sodium, HCO3 et du magnésium, donc augmentation de la diurèse. Action moins rapide que le diurétique de l'anse, délai d'action est d'1 à 2 heures. Durée d'action plus longue que celle des diurétiques de l'anse, entre 6 et 24 heures, voire même 48 à 72 heures. Inefficacité en cas d'essence rénale, contrairement aux diurétiques de l'anse. On passe aux diurétiques hypercalémiants, les antagonistes spécifiques de l'aldostérone. Le chef de file, c'est le spironolactone ou l'aldactone. Et les diurétiques à action tubulaire directe, l'amyloride et le trientérène. Le site d'action des diurétiques hypercalémiants, pour les antagonistes spécifiques de l'aldostérone, le tube contourné, le tube collecteur plutôt, entre en compétition avec les récepteurs à aldostérone. Les diurétiques hypercalémiants ont un effet diurétique modéré, faible efficacité n'atteignant que 2 à 3% du sodium filtré. Leur cinétique est longue, l'effet diurétique maximal s'obtient au bout de 48 heures et se prolonge pendant au moins 48 heures, perdent leur efficacité en cas d'essence rénale. Comparaison des propriétés des différentes classes de diurétiques. Les diurétiques de l'anse sont ceux qui peuvent induire la plus grande élimination hydrosodée. Les diurétiques de l'anse sont ceux qui peuvent induire la plus grande élimination hydrosodée. Les diurétiques de l'anse et les thiazidiques augmentent l'élimination de potassium, sont des diurétiques hypocalémiants. Les diurétiques, par contre, les diurétiques distaux, à l'inverse, bloquent cet échange, donc l'élimination potassique, d'où risque d'hypercalémie. Les excrétions de calcium sont augmentées par les diurétiques de l'anse et diminuées par les thiazidiques.
Pour ce qui est indication des diurétiques, on a trois principales indications d'insuffisance cardiaque, l'HTL, l'hypertension artérielle et les pathologies rénales. En insuffisance cardiaque congestive, les diurétiques sont utilisés pour traiter les symptômes. Donc il s'agit d'un traitement symptomatique. Les diurétiques les plus souvent utilisés sont les diurétiques de l'ANS, la Vasilix. Deuxième indication, l'hypertension artérielle. Autre indication, l'acide cirrhotique, l'hypercalcémie, l'hyperkaliémie, l'insuffisance rénale. Effets indésirables et complications. On peut voir des perturbations hydroélectrolytiques, comme hypocalémie et hypomagnésémie, hypercalémie pour les épargneurs du potassium, alcalose métabolique, déshydratation, perturbations métaboliques, hyperglycémie, surtout pour les thiazidiques, hyperuricémie, thiazidique furosémide, hyperlipémie pour les thiazidiques, parce c'est-à-dire le thiazidique entraîne une élévation significative du cholestérol total et du triglycéride. Autre effet indésirable, accident allergique, troubles digestifs, autotoxicité pour l'azilix à forte dose, impuissance pour thiazidique spironolactone, gynécomastie chez l'homme et irrégularité menstruelle chez la femme avec l'aldactone. On passe à la surveillance du traitement par les diurétiques. Avant le traitement, il faut une surveillance clinique et biologique. Clinique, le poids, l'état général, la tension artérielle parce que les diurétiques sont des hypotenseurs et le pouls. Biologie, ionogramme sanguin, urée, créa et glycémie, surtout la fonction rénale. En cours du traitement, toujours clinique et biologique, mensuel en début du traitement, puis tous les 6 mois. Éducation, bien sûr, du patient, efficacité du traitement, les effets indésirables et surveillance toujours du poids, des œdèmes et des signes d'hypocalémie. On passe à la conclusion. Les diurétiques inhibent la réabsorption rénale du sodium et provoquent donc une augmentation de l'élimination urinaire de chlorure de sodium et d'eau. Leur intervention ne concerne pas seulement le sodium et l'eau, mais aussi les autres composants de l'urine primitive. Leur principale indication en cardiologie, l'insuffisance cardiaque, l'hypertension artérielle et les pathologies rénales. Donc merci, on a terminé pour les diurétiques. On passe au tonique cardiaque. Donc avant de passer au tonique cardiaque, on résume les diurétiques. Donc on a dit que les diurétiques sont des substances qui augmentent la durée, c'est-à-dire la quantité d'urine excrétée. On a vu que 99% de l'urine primitive sera réabsorbée au niveau des tubules rénales et seulement 1%, c'est l'urine définitive, c'est-à-dire qui sera excrétée dans les urines. On classe les diurétiques selon leur site d'action et selon leur effet sur la calémie. Selon le site d'action, on a 3 classes. On a les diurétiques de l'ANS, le chef de file c'est le furosémide. On a les diurétiques du contourné distal, sont les diurétiques thiazidiques et apparentés. Et on a les diurétiques distaux, c'est-à-dire les diurétiques du tube collecteur. Et selon l'effet sur la calémie, on a des diurétiques hypocalémiants et les diurétiques hypercalémiants. Les diurétiques hypocalémiants sont les diurétiques de l'ANS et les diurétiques thiazidiques et apparentés. Les diurétiques hypercalémiants sont les diurétiques distaux. Ok? On passe donc au tonique cardiaque.
Comme objectif pédagogique, l'étudiant doit savoir différencier les toniques cardiaques, connaître les mécanismes d'action des différentes classes, connaître leur mode d'utilisation et connaître leurs indications, contre-indications et effets indésirables. Comme plan, on commencera par une introduction. On va voir les glucosides cardiotoniques, leur mode d'action, leurs effets, indications et surveillance. En deuxième place, les toniques cardiaques et les pétamimétiques, les inhibiteurs de la phosphodiesterase et on terminera par une conclusion. Donc, les toniques cardiaques sont des substances qui permettent une augmentation de la concentration du calcium au niveau de la cellule myocardique. Cela aurait pour effet une augmentation du nombre de ponts entre actine et myosine, améliorant ainsi la capacité contractile des cellules et du muscle myocardique en général. En première classe, les glucosides cardiotoniques, c'est-à-dire les digitaliques. Les digitaliques inhibent la pompe NAK-ATPase. Ils vont induire une augmentation de la concentration intracellulaire du sodium. La sortie de ce sodium cumulé en intracellulaire se fait grâce à une pompe qui fait entrer le calcium. On va voir le schéma. Donc, on a dit que les digitaliques bloquent cette pompe Na potassium, sodium-potassium, qui aurait par effet une augmentation de la concentration du sodium en intracellulaire. La sortie de ce sodium intracellulaire se fait grâce à une pompe qui fait rentrer le calcium en intracellulaire. Cette augmentation du calcium en intracellulaire va augmenter la contractilité myocardique. Ok? Les effets des digitaliques, ils ont un effet inotrope positif, c'est-à-dire ils améliorent la contractilité myocardique. Inotrope positif, c'est l'amélioration de la contractilité myocardique. Ils ont un effet chronotrope négatif, c'est-à-dire diminution de la fréquence cardiaque. Dromotrope négatif, c'est la diminution de la conduction auriculo-ventriculaire. Bathmotrope positif, c'est l'augmentation de l'excitabilité myocardique. Ils améliorent l'activité vagale et diminuent par conséquent l'activité sympathique. Donc, ils ont un effet inotrope positif, chronotrope négatif sur la fréquence cardiaque, dromotrope négatif sur la conduction auriculo-ventriculaire, bathmotrope positif en augmentant l'excitabilité myocardique. Comme molécules, on a la silanide, la digitaline, la digoxine et la cédilanide. La voie intraveineuse est réservée pour le traitement en aigu des troubles du rythme supraventriculaire afin de ralentir la cadence ventriculaire. Une injection est généralement suffisante. La répétition doit être évitée. Donc, l'usage intraveineux est réservé pour les cas, disons, urgents. C'est-à-dire le traitement en aigu. La posologie habituelle de la digoxine est de 1 comprimé par jour, mais doit être réduite chez les sujets âgés en cas d'insuffisance rénale. La digoxine est la molécule qui doit être utilisée, à une élimination plus rapide, sauf en cas d'insuffisance rénale où la digitoxine est préférée. En ce qui est indication, la digoxine est indiquée en cas d'insuffisance cardiaque chronique,
en cas de trouble du rythme supraventriculaire à cadence ventriculaire rapide. Donc, les digitaliques ralentissent une fois et ralentissent ou empêchent le passage en fibrillation d'un filtre ou d'une tachycardie atriale. Les contre-indications des digitaliques. Les contre-indications absolues sont les blocs auriculo-ventriculaires deuxième au troisième degré non appariés, les troubles du rythme ventriculaire grave, les syndromes de préexcitation, les cardiomyopathies hypertrophiques obstructives, les troubles du rythme secondaires à une intoxication digitalique. Les contre-indications relatives sont présentées par les blocs de branches bilatéraux, les maladies du sinus, le cœur pulmonaire chronique ou l'hypoxie et les troubles acido-basiques favorisent les intoxications digitaliques. Comment surveiller un traitement par la digoxine? On a des signes de bonne imprégnation et des signes d'intoxication. Les signes d'une bonne imprégnation, on a un ralentissement de la fréquence cardiaque et la cupule digitalique sur le CG. C'est quoi la cupule digitalique? C'est un sous-décalage arrondi du segment ST sur les dérivations, surtout sur les dérivations latérales. Donc on a sur cette image une bonne imprégnation digitalique. On a une FA qui est ralentie, une FA qui n'est pas rapide. Une FA, c'est la fibrillation atriale. On a un rythme irrégulier, mais qui n'est pas rapide, il est ralenti. Et le sous-décalage du segment ST en cupule. Ce sont des signes d'une bonne imprégnation digitalique. Les signes d'un surdosage ou d'une intoxication. Tout d'abord, on aura des troubles digestifs, perte d'appétit, nausées, vomissements, une bradycardie des extrasystoles auriculaires ou ventriculaires, une tachycardie atriale et autres troubles du rythme. Au moindre doute, arrêt du médicament et dosage de la digoxinémie. Contrôle de la fonction rénale et de la kaliémie dont les perturbations favorisent les intoxications digitaliques. Sur le CG, on voit une intoxication digitalique. On a une bradycardie sévère, c'est un bloc auriculo-ventriculaire de haut degré avec une cupule, donc le sous-décalage est plus important que celle de l'imprégnation digitalique. Ce sont des signes électriques d'intoxication digitalique. On passe au bêta-mimétique. Leur mode d'action, simulation des récepteurs bêta 1, qui donne une activation de l'adénylcyclase, une transformation intracellulaire de l'ATP en AMP cyclique, donc une augmentation de la concentration intracellulaire de l'AMP cyclique. Cette concentration de l'AMP cyclique favorise la rentrée du calcium et libération du calcium par le réticulum sarcoplasmique. Donc une augmentation de la concentration du calcium en intracellulaire. Selon les molécules et parfois la dose, d'autres effets sont possibles, des bêta-mimétiques. La stimulation des récepteurs bêta 2 donne une augmentation de la fréquence cardiaque. Une stimulation des récepteurs alpha nous donne une vasoconstriction artérielle et artériolaire. Une stimulation des récepteurs dopaminergiques rénaux donne une augmentation du débit sanguin rénal. Donc on a dit que les bêta-mimétiques activent l'adénylcyclase.
qui va transformer l'ATP en AMP cyclique. Cette augmentation de la concentration d'AMP cyclique favorise la rentrée du calcium en intracellulaire et donc une bonne contractilité de la cellule myocardique. Comme molécule, on a l'isoprenaline, c'est l'isoprèle, la dobutamine, le Dobutrex, et la dopamine, donc c'est toujours la dopamine. Et chaque molécule a un effet selon pardon, euh, selon selon l'action, Par exemple, pour les iprel, il a plus un effet bêta 2 que bêta 1. La dopamine, elle est indiquée en cas de choc cardiogénique. Elle a une action bêta et alpha. La dopamine, indiquée surtout en cas d'essence rénale fonctionnelle et en cas de choc cardiogénique. Pour le choc cardiogénique, le traitement vise l'augmentation de la contractilité et donc du débit cardiaque par stimulation bêta 1 avec la moindre stimulation possible des récepteurs bêta 2. Cette stimulation c'est-à-dire la stimulation des bêta 2, est pourvoyeuse de troubles du rythme. Et alpha qui augmente la résistance périphérique. Le schéma standard utilise des paliers de dobutamine on passe de 5 gamma par kilo par minute à 20 gamma par kilo par minute en palier. Adjoindre la dopamine à 5 gamma par kilo par minute. Le principe d'utilisation, c'est également sur une période la plus courte possible. À la longue, une désensibilisation de myocarde par internalisation des récepteurs va apparaître. La troisième classe tonique cardiaque, c'est les inhibiteurs de la phosphodiesterase. C'est quoi la phosphodiesterase? C'est une enzyme intracellulaire qui dégrade l'AMP cyclique en AMP. Et on a besoin de cet AMP cyclique en intracellulaire pour favoriser la rentrée de calcium en intracellulaire. Donc, cette enzyme, elle va dégrader l'AMP cyclique en AMP et donc diminuer la concentration intracellulaire d'AMP cyclique. Ces inhibiteurs de la phosphoestérase maintiennent une concentration intracellulaire élevée d'AMP cyclique et par conséquent augmentent la concentration intracellulaire du calcium. Autres effets notés avec ces substances, une vasodilatation périphérique et l'amélioration de la relaxation ventriculaire en facilitant l'activité de largage et de recapture du calcium par le réticulum sarcoplasmique. On va voir le schéma. Donc on a dit que la phosphodiesterase, c'est une enzyme qui dégrade l'AMP cyclique en AMP. Donc elle va diminuer la concentration d'AMP cyclique en intracellulaire et par conséquent une diminution de la rentrée du calcium, c'est-à-dire de la concentration intracellulaire du calcium. Ces inhibiteurs, en inhibant la phosphodiesterase, ils vont maintenir une concentration en intracellulaire de l'AMP cyclique et donc il maintient une bonne concentration intracellulaire du calcium et donc une bonne contractilité myocardique. L'usage des inhibiteurs de la phosphodiesterase dans les insuffisances cardiaques aiguës avec bas débit cardiaque, l'amélioration de la contractilité, du remplissage et la diminution de la post-charge rétablissent la fonction cardiaque et la perfusion périphérique, mais avec une surveillance stricte de la pression artérielle.
une hypotension sévère peut survenir et aggraver l'hypoperfusion périphérique. D'autres effets secondaires doivent être surveillés comme la tachycardie et les troubles du rythme. Comme conclusion, les effets délétères sur la survie retrouvés au cours des traitements en cours par les nombreux inotropes développés suggèrent que c'est l'augmentation du calcium intracellulaire induite par ces agents qui compromettrait la viabilité des cellules myocardiques. Une autre piste en développement est celle des agents inotropes augmentant la sensibilité du calcium des protéines contractiles sans majorer la teneur calcique myocardique, comme le lévosimendan, c'est le Syndax. Un mot sur le Syndax. Le lévosimendan est un nouvel agent inotrope qui augmente la force de contraction cardiaque sans augmenter la consommation d'oxygène. Il n'a pas d'effet pro-arythmogène et on lui attribue une action anti-ischémique. Il est administré pendant 24 heures et maintient ses effets hémodynamiques similaires ou supérieurs à ceux des catécholamines pendant une semaine. Dans une population sélectionnée d'insuffisance cardiaque grave, le Syndax diminue la mortalité en comparaison avec la dobutamine. Bien que coûteuse, cette nouvelle classe thérapeutique est très prometteuse et devrait connaître une large diffusion et une large utilisation. Le lévosimendan va se positionner sur une partie de la troponine C, accessible seulement lorsqu'elle a modifié sa conformation après avoir fixé le calcium. La présence du Syndax va stabiliser la protéine sous cette forme. Le lévosimendan n'influe pas sur la liaison de la troponine C avec le calcium. Il ne prolonge donc pas la relaxation et n'altère pas la diastole. Il n'est actif que si la troponine C est dans la bonne conformation, c'est-à-dire pendant la systole. Son action est dépendante de la concentration en calcium dans la cellule. Comme la plupart des inotropes, le Syndax est aussi un vasodilatateur. Cette action passe par l'activation des canaux potassiques. Les activateurs des canaux potassiques ATP, notamment le nécorandile, sont des vasodilatateurs coronariens et ont une action anti-ischémique. Le lévosimendan se présente donc comme un inotrope qui augmente la force contractile du myocarde sans modifier la consommation d'énergie du cœur ni induire d'épisodes ischémiques. Et je vous remercie.